Monsieur Abdelmajid Attar, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'hydrocarbures, la loi sur les hydrocarbures, les textes d'application découlant de la loi sur les hydrocarbures, les 38 sur 32 vont-ils assurer aujourd'hui l'attractivité d'investissement en Algérie sur le plan fiscal comparativement aux pays producteurs? Monsieur Attar, puisqu'il y a une forte compétitivité dans ce domaine, on n'est pas les seuls. Oui. Merci de m'inviter, merci de me permettre de parler de la loi, parce que plus on en parle, mieux cela vaut. Une loi sur les hydrocarbures, c'est pas une loi simple, c'est pas une loi. Il y a un aspect technique à l'intérieur, c'est-à-dire y compris la fiscalité extrêmement importante. Et très souvent, il est mal perçu, mal interprété, mal analysé, et ça peut transmettre un message négatif, alors que l'objectif d'une loi pareille est plutôt de faire apparaître plutôt de l'attractivité. Alors, c'est pas le nombre de textes qui est important, hein. C'est pas, bien que c'est un sacré travail, c'est un chantier extrêmement difficile. C'est pas ça qui va rendre attractif le pays, je vais en parler tout à l'heure. C'est bien sûr la fiscalité, comme vous avez dit, mais en d'autres facteurs. J'ai toujours dit que la loi, c'est pas suffisant. Il y a le reste. Le reste, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce qu'il y a du potentiel dans le sous-sol? Et deuxièmement, la bureaucratie. Et tout le monde sait qu'il y a de la bureaucratie en Algérie, et il va falloir en finir d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas le rôle de la loi. Bien. Donc je reviens au 32 textes. Je rappelle simplement que sur 38, la loi, au début on avait compté 48 décrets quand on a commencé à travailler, et puis après on a essayé de réduire le nombre de décrets. D'ailleurs, en quelque sorte, pour faciliter l'exploitation de la loi, on est arrivé à 38. On a réellement commencé à établir les textes d'application fin juillet. J'ai mis en place personnellement au ministère de l'Énergie un comité de pilotage avec 7 groupes de travail, avec environ 70 cadres qui ont travaillé depuis début août jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on a finalisé la rédaction de 32 textes. Ils sont prêts. Il y en a 30 qui sont au secrétariat général du gouvernement. Il y en a 2 qui ont été terminés cette semaine, et en principe ils devraient être dans la semaine au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et on a entamé, depuis le début de l'année, le débat au sein du conseil du gouvernement pour l'approbation des textes. Là on passe 2 décrets par semaine, c'est pour ça que je dis qu'on va terminer probablement d'ici la fin du premier trimestre, si tout se passe bien, si on arrive à passer effectivement 2, peut-être parfois plus s'il le faut. Bon, nous avions promis de terminer les textes avant la fin de l'année. On a pris du retard, il faut dire que c'est pas facile, parce que 7 groupes de travail avec à peu près 70 personnes, parfois plus, pour travailler dessus, il faut les réunir, il faut les isoler. On a fait des conclaves, hein. Pratiquement, on a fait 6 conclaves. Qu'est-ce que c'est un conclave? C'est envoyer 40, 50, 60 personnes, les envoyer dans un hôtel, les isoler, ils restent là-bas une semaine, y compris le week-end, ils ne font que ça. Et on a fait ce qu'on a pu, et puis après la deuxième ou troisième vague du Covid, c'est-à-dire à la fin de l'année, elle nous a complètement immobilisés, parce qu'on ne pouvait plus à un certain moment réunir les gens pour des raisons sanitaires. C'est pour ça qu'on a pris de retard. Mais 32 textes sur les 38 ont été rédigés, ont-ils été adoptés tous en conseil du gouvernement, puisque votre volonté déjà, et vous l'avez ainsi déclaré un instant, en septembre dernier, de les rendre effectifs en le janvier dernier, et vous avez toujours dit il faut faire vite, parce que le temps c'est notre plus grand ennemi. Absolument. Donc il y a du retard. Oui, en matière d'approbation, oui. Mais, il n'y a que 2 textes qui ont été adoptés. Non, pas 2 textes. 2 arrêtés et 4 décrets. Non, un peu plus quand même. Mais il faut faire vite, parce que l'enjeu est important aujourd'hui, pour rendre le pays très attractif. Ah oui, absolument, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas suffisant en matière d'attractivité pour la fiscalité. Encore, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines analyses qui sont en train de sortir et qui disent, j'ai lu un article dans Le Soir, par exemple, il y a quelques jours, qui dit que l'Algérie est la moins attractive. D'ailleurs, ils ont affiché un chiffre. Pourtant, c'est un bureau très connu, hein, vraiment à l'échelle internationale, et qui dit 99%, c'est ce que prend l'État et son attraque de la production, qui est... Non, c'est complètement erroné. Jamais.
Sonatrach prend combien et l'État prend combien? Ça dépend des cas, hein, ça dépend des cas, mais disons que on prend pratiquement, si on applique la fiscalité normale, c'est-à-dire sans réduction, parce que la nouvelle loi elle prévoit des possibilités de réduction de la loi quand c'est compliqué, quand la découverte est petite, quand il faut investir beaucoup, quand on ne peut pas produire beaucoup, etc. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, fiscalité normale, l'État et Sonatrach ont finalité pour un contrat un contrat de participation, parce qu'il y a 3 modèles de contrat. Un contrat de participation, c'est-à-dire c'est un vieux type de contrat qui était utilisé aussi en 1986 en Algérie. L'État prend entre 56 et 80%, y compris ce que prend Sonatrach. Le reste, eh ben, c'est le partenaire qui le prend. Et on a fait la loi actuelle, elle a adopté un système fiscal très réduit, justement pour permettre cela et pour rendre le pays attractif. Sinon, ben, avec l'état de connaissance du domaine minier, avec la baisse du baril, avec la croissance du volume des investissements à fournir, eh ben, on n'aurait pas été attractif. Hein. Donc, et quand il y a une réduction, eh ben, c'est 53 à 72%. Donc c'est complètement différent par rapport à ce qui est avancé dans l'analyse dont je viens de parler. Donc l'Algérie demeure un pays attractif par rapport à la région MENA que nous connaissons actuellement, par rapport, puisqu'on a donné certains comparatifs avec l'Égypte et avec certains pays producteurs aussi de pétrole, notamment la Libye. Mais avec les nouveaux textes adoptés aujourd'hui, est-ce que le régime fiscal sera beaucoup plus attrayant pour des investissements, pour attirer les investissements? Parce que sur ce domaine-là, il y a énormément de compétitivité. On n'est pas les seuls. Il y a la Libye aussi. Oui, bien sûr. Grand producteur au niveau de la région. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la loi a été changée. C'est pour rendre effectivement l'Algérie attractive. On a fait, peut-être qu'on n'a pas fait assez, c'est possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs moi, il y a un peu plus d'une année, je m'opposais pratiquement à cette loi. Mais bon, elle est là. Je ne vous cache pas que nous avons essayé de rattraper énormément d'incohérence, d'imprécision, de manque de précision dans la loi à travers les textes d'application. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pas facile de faire un décret d'application parce qu'il faut tenir compte d'énormément de paramètres. Bon, on a adopté une fiscalité. Je vais vous donner un exemple simple. Des chiffres, hein, avec une redevance qui est de 10% en principe, mais qui peut baisser à 5%. Dans certains cas, c'est-à-dire selon certaines conditions, quand la rentabilité n'est pas là en quelque sorte, sans vous encombrer avec des détails précis, qu'est-ce que c'est, d'où vient le manque de rentabilité. Le prise de risque, bien sûr, à la prospection. L'impôt sur le revenu des hydrocarbures, c'est-à-dire, c'est l'IRH, comme on l'appelle, il varie entre 10 et 50%. Ça veut dire que l'impôt qui est aujourd'hui, par exemple, dans la loi de 86-14, qui est très souvent de 80%. Maintenant, il est au maximum de 50% dans cette loi. Et il peut atteindre 10%. Donc c'est entre 10 et 50. Il y a une formule. Hein. Il y a une formule dans la loi, il y aura une formule dans les décrets d'application pour calculer l'impôt en fonction de plusieurs paramètres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce que ça rapporte. D'accord ? Il y a un autre impôt, c'est l'impôt sur la rémunération du partenaire en quelque sorte, ou de l'opérateur, parce que même Sonatrach le paye, qui est de 30%. Mais il n'est pas cumulé à l'autre. C'est un impôt sur la rémunération, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une rémunération. C'est un peu l'IBS, quoi. C'est une sorte d'IBS. Donc globalement, c'est pour ça que globalement, je vous ai dit tout à l'heure, le partenaire, l'investisseur peut prendre entre 56 et 80% de la production. L'IBS, pardon, l'État. Attention, là je fais une bêtise. L'État ne prend que 56 à 80%. Ça dépend du cas, quoi. Mais dans le pire des cas, le partenaire prend 20%. Alors l'IBS, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Moi, je voudrais revenir avec vous aussi sur l'attractivité du pays. Est-ce qu'on peut considérer que les opérateurs étrangers ou les grands investisseurs dans le domaine, bien sûr, pétrolier, n'attendent que le moment d'adopter ces textes? C'est la raison pour laquelle il faut aller vite pour venir investir encore à nouveau en Algérie. Ok,
Oui, et alors, vous avez raison, et c'est pour Les cela grands que... producteurs, hein, qu'on Oui, connaît oui, les aujourd'hui grands quand même. producteurs. Mais ils sont là déjà. Ils discutent déjà avec Sonatrach et Ennaf. Si. Je peux vous dire que les plus grands producteurs, oui, du moins ceux qui connaissent l'Algérie et d'autres, Les mêmes partenaires. ils sont déjà là. Sonatrach et Ennaf ont signé des dizaines de conventions, de Memorandum of Understanding, des mots, en quelque sorte, pour permettre aux compagnies déjà d'évaluer depuis 2020. Ils évaluent le domaine minier, ils évaluent les opportunités, etc., etc. Ils se préparent. Donc, même si les textes ne sont pas là, en fait, l'essentiel est déjà dans la loi. Parce que le texte, il permet simplement de définir le mécanisme d'application de telle ou telle disposition. Donc, l'essentiel est dans la loi. Le détail va venir avec les décrets et cela permet aux compagnies déjà de faire des évaluations et c'est ce qui a permis d'ailleurs au fameux cabinet de faire une évaluation, mais j'ai l'impression qu'il a fait une évaluation sur des chiffres erronés. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, ce que vous avez déclaré au début, vous voulez l'aborder, l'important c'est ne pas la loi ni les textes d'application, mais le potentiel dans le sous-sol. Ah oui, Est-ce que notre oui. potentiel aujourd'hui fait que l'Algérie soit encore un pays attractif? Oui. Voilà. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas se séparer encore des oui, hydrocarbures. parce que tant qu'il y a des hydrocarbures, de toute façon, du pétrole et du gaz, il faudra aller les chercher. Parce que tant que il y a des hydrocarbures, on en aura besoin, ils auront un marché, et quel que soit le modèle de consommation énergétique ou le système énergétique qu'il y a dans tel ou tel pays, on aura toujours besoin des hydrocarbures, ne serait-ce que pour la pétrochimie, etc., pour assurer en quelque sorte la complémentarité avec toutes les énergies renouvelables qui sont en train d'être introduites dans les systèmes énergétiques à travers le monde entier. Donc, il y a encore des hydrocarbures à découvrir en Algérie. Maintenant, dire qu'on va découvrir Hassim Saoud ou Hassermal, de nouveau Hassim Saoud ou Hassermal, je n'oserais pas aller jusque-là. Je connais assez bien le domaine minier, il y aura encore des découvertes, mais elles seront petites ou moyennes, pas plus. Maintenant, si jamais il y a une surprise, ces surprises ne peuvent se produire pratiquement que dans la partie nord de l'Algérie qui est très peu connue. Parce qu'elle est très complexe, elle est très difficile. C'est le nord de l'Algérie, c'est depuis l'Atlas saharien jusqu'à la côte. Je ne parle pas de l'offshore qui est encore moins connu. On a fait 2 forages depuis 30 ou un peu plus de 30 ans. On connaît très mal, c'est-à-dire on sait très mal ce qu'il peut y avoir dans ce sous-sol. Et l'offshore algérien est complètement différent. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'offshore de l'Égypte, etc. Non, notre offshore est complètement différent. Mais il y a quand même des travaux, il y a même une convention, il y a un accord de prospection de Sonatrach et Lini, ils ont fait de la sismique et maintenant il faut passer au forage. Sans avoir fait un premier forage sur un bon prospect, on ne peut ni dire que l'offshore algérien est bon, ni qu'il est mauvais. Mais est-ce qu'il va falloir aujourd'hui faire un travail de prospection pour connaître avec exactitude toutes nos réserves, puisque nous avons les moyens et les moyens technologiques avec exactitude, permet de savoir quelles sont les réserves d'un État ou d'un pays? Oui, absolument. Mais nous connaissons le potentiel. Attention, le potentiel est connu. C'est-à-dire le potentiel qui a pu être, par exemple, généré depuis des millions d'années, le potentiel qui a pu être piégé dans des structures, ce que nous avons découvert, ce qui reste éventuellement à découvrir. Et ça, personne ne peut dire oui, nous découvrirons tant ou tant. Ça, c'est impossible. Vous savez, on peut essayer de deviner un petit peu ce qu'il y a dans le sous-sol à travers des technologies les plus poussées, celles qui existent aujourd'hui, mais jamais avec certitude. C'est pas vrai. Alors nous allons clôturer l'année avec bien sûr, ou nous avons clôturé l'année avec bien sûr des pertes estimées à près de 10 milliards de dollars par rapport à nos revenus en hydrocarbures en raison bien sûr de cette pandémie mondiale qui a freiné l'économie à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de financement, nous avons les moyens aujourd'hui nécessaires pour investir encore davantage dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'exploration ou l'exploitation au niveau de Sonatrach? Est-ce qu'un budget conséquent a été dégagé à horizon par exemple 2020 jusqu'à 2025 ou même 2030, parce que c'est ça la prospection et c'est ça la projection, c'est l'avenir. Oui. C'est fixer des échéances sur l'avenir.
absolument. Une vision. Oui, oui. Sonatrach a prévu dans son plan quinquennal 2021-2025 d'investir 40 milliards de dollars. On en a les capacités, 40 milliards de dollars Non. avec des revenus Non, de 22 non, milliards non, de dollars. on n'en a pas, on n'en a pas. C'est pour ça qu'on parle de la loi, c'est pour ça qu'on parle du partenariat. D'abord, pour la recherche, pour la simple raison qu'on recherche dans tous les cas de figure, c'est-à-dire dans tous les contrats d'association, c'est le partenaire qui prend en charge 100% de l'investissement recherche. Avec le PSC, par exemple, le nouveau contrat qu'on a introduit dans la nouvelle loi, le Sonatrach n'est même pas obligé de participer, y compris dans le développement des gisements qui vont être découverts. Ça veut dire que l'investissement est pris en charge entièrement par le partenaire. Et il se fait rémunérer bien sûr par la suite. Et c'est Sonatrach d'ailleurs dans le PSC, le Production Sharing Contract de la nouvelle loi, c'est Sonatrach qui paye la redevance, l'impôt pétrolier, etc. Mais elle le paye sur sa part de 51%, et ainsi de suite. Il y a un déroulement logique, bien. On cherche du partenariat pour la pétrochimie. Il ne faut pas oublier qu'en aval, c'est des investissements extraordinaires. Hein. Il faut entre 16 et 18 milliards de dollars si on veut réussir, démarrer les projets de pétrochimie qui sont prévus. Et tout ça, il faut du partenariat. Donc, quand elle dit 40 milliards, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va. Elle ne pourra pas, de toute façon. Parce qu'il y a d'autres priorités. Elle n'en a pas les moyens, de toute façon. Elle n'a pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut absolument consacrer le maximum de projets en partenariat. C'est la consigne qui a été donnée à Sonatrach, y compris au cours de son assemblée générale, que j'ai présidé moi-même le 29 décembre, donner la priorité au partenariat et le reste, concentrer Sonatrach, comme je l'ai toujours dit, ses métiers de base et là où vraiment il n'y a pas de partenariat et là où on ne doit pas avoir de partenariat, c'est Hassim Saoudi Hassan. Ça, c'est bijou de femme. Moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur l'attractivité du pays, sur le potentiel existant. On focalise beaucoup aujourd'hui sur les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, alors que les potentialités de l'Algérie sont énormes. On a parlé, bien sûr, de la loi sur les hydrocarbures, dont les textes n'ont pas été totalement promulgués, ils le seront prochainement, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais il y a parallèlement aussi la loi sur l'électricité qui a été adoptée en 2012, qui permettait... 2012, 2002, voilà, excusez-moi. Donc en 2002... En 2001. Voilà, oui, mais ça a été publié en 2002. Ouais, donc c'est ça. Donc en 2002, et qui permettait une attractivité dans le domaine avec des investissements privés, avec des investissements étrangers, et bien sûr avec la promulgation des renouvelables. Mais ça rien n'a été fait. De 2001 à ce jour, aucun texte d'application. Non, pas aucun, pas ça. Sur une cinquantaine à peu près, je crois qu'il y a une vingtaine qui n'ont pas été... il y a 30, c'est des arrêtés, etc. Mais qui ne sont pas les plus importants pour booster ce secteur. Oui, tout à fait. Non, en réalité, c'est pas tellement, là aussi, c'est pas tellement une question de texte aussi. Hein. Bien que les textes, c'est important, parce que tant qu'il n'y a pas tous les textes, une loi, on ne peut pas avancer. N'est pas appliquée. Mais c'est les objectifs de cette loi qui n'ont jamais été atteints. Cette loi, elle devait permettre une réorganisation totale du secteur de l'électricité et de la distribution du gaz. J'allais dire de l'énergie, mais comme je dis, dans ce domaine-là, de l'énergie, ça veut dire l'énergie que consomme le pays pour vivre, pour produire, pour transformer, etc., pour pratiquement faire avancer l'économie, hein, parce que sans énergie, c'est un peu comme l'eau. Sans eau, on peut rien faire, et sans énergie non plus, on ne peut rien faire. Donc, le secteur de l'énergie devait être complètement transformé. Il y avait des objectifs très nobles dans cette loi, sur laquelle beaucoup de spécialistes ont travaillé depuis longtemps. Et donc là, on devait ouvrir le secteur, ouvrir à la compétition, introduire les énergies renouvelables, créer un marché de l'énergie, hein, de façon à ce que les usages de l'énergie puissent changer. À partir du moment où on donne une valeur à cette énergie, son usage, il va être plus noble, et il va permettre de produire en quelque sorte des plus-values.
D'accord? Alors qu'aujourd'hui, on en est à 78% de la consommation énergétique, c'est la consommation domestique et autres, c'est-à-dire tiers, petits commerces à droite à gauche, etc. Mais ce n'est pas une véritable consommation qui produit de la plus-value. Mais je vais vous donner quelques chiffres qui sont très, très significatifs pour montrer que nous avons raté le virage de la transition énergétique et du renouveau même énergétique à travers des énergies renouvelables, etc. Bien. Alors, en 1980, la capacité de production d'électricité en Algérie était de 1800 MW. Capacité installée, c'est-à-dire les différentes centrales. Bien. En 2020, fin 2020, nous en étions à 23 400 MW. Ça a été multiplié pratiquement par 12. Vous voyez, la capacité a été multipliée. Bien, c'est bien. On a fait beaucoup de centrales. On a beaucoup de capacités. Mais on a Dans le plan, attendez, attendez, oui, mais ce n'est pas fini. Hein, c'est pas, ce qui est prévu en 2013, il est prévu qu'on arrive dans le plan de développement de Sonagaz. Hein, c'est 36 000 mégawatts. Pourquoi? Pour arriver à, c'est-à-dire pour passer une production équivalente à, je ne me rappelle plus, mais allez, ça c'est la capacité. Dans cette capacité à 2020, combien il y a de renouvelables? 354 mégawatts. Ça ne représente même pas 0,01%. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes en 2020. Nous avons encore 8900 mégawatts qui sont en cours d'installation. Et il s'agit d'installations de centrales électriques qui parfois mettent 10 ans pour entrer en... Je viens de visiter la semaine passée la centrale de Mostaganem. Donc le contrat a été signé en 2014, installé sur la plus belle plage de Mostaganem, pour 680 millions de dollars, son coût, sans compter les dinars. D'accord? Nous sommes en 2020. Elle devait rentrer, en principe, le contrat c'était 4 ans. Elle devait entrer en fonction en 2018. Nous sommes en 2020, elle n'est pas encore sortie de terre. Nous sommes encore dans le génie civil. Elle ne viendra qu'en 2023-2024. À un moment où, en principe, on devrait diminuer la consommation de gaz pour produire plus avec les énergies renouvelables. Ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Il y a d'autres centrales exactement pareilles. Vous allez prendre des décisions pour arrêter ces projets, ça ne sert à rien. Il faut réorganiser. Parce qu'ils vont consommer encore davantage de gaz. Exactement. Alors que on aurait dû, en principe 2020, aurait dû être le passage à un nouveau modèle de consommation, une nouvelle... c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Bon, hélas, et tout ça c'est à cause du baril qui à un certain moment est monté, et voilà. Donc, et tout ça, pourquoi? Et on a, je ne vous ai pas signalé, il y a 1500 mégawatts aussi qui sont prévus être installés à partir de 2027 avec l'usine qui va produire des turbines à gaz, tenez-vous bien, dans la wilaya de Betna. Moi je pense qu'à partir de 2027, on n'aura pas besoin de toute cette puissance. On devrait la remplacer par une énergie renouvelable. Au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, la 354, je sais pas moi, et la loi 2002-01, en principe, elle était destinée à permettre de passer à une nouvelle organisation, une nouvelle façon de consommer, de produire, de consommer l'énergie, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un contexte de confusion, ou alors il n'y avait pas de visibilité? Non, il n'y avait pas de visibilité. D'objectifs qui devaient être fixés pour le secteur? Non, il n'y a pas eu de visibilité. C'est un petit peu comme dans le secteur des hydrocarbures. Oui, c'est le constat aujourd'hui. Il n'y a pas eu de visibilité. À un certain moment, il y avait beaucoup de recettes. Il fallait investir à tout bout de champ. Il fallait produire. Allez, faisons de l'électricité avec le gaz. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte on a besoin d'économiser le gaz. Nos réserves sont en train de baisser. La production est en train de baisser. On vient de faire une loi. Pourquoi? C'est pas comme ça pour le plaisir. C'est parce qu'on a constaté que les réserves et la production aller baisser à tel point qu'il va arriver à un moment où on aura des problèmes. Enfin, on aura des problèmes de rente surtout parce que malheureusement, l'économie algérienne elle est basée essentiellement sur l'arme. S'il n'y avait pas le problème de rente,
Il n'y aurait pas eu de problème. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Donc, et alors que les énergies renouvelables, il faut absolument, il faut mettre le paquet encore une fois. Et c'est des questions qui relèvent de la sécurité énergétique du pays avec la vision. Absolument. Mais vous avez parlé de la station de Mostar qui n'est pas encore sortie de terre, elle est au stade des études de génie civil. Vous avez parlé un peu des 1500 MW qui doivent être installés à horizon 2027. Est-ce que vous allez mettre fin par an, 1500 par an. Voilà. Est-ce que vous allez mettre fin à ces projets de telle sorte à assurer leur reconversion vers le renouvelable? Enfin, reconversion vers les renouvelables, c'est difficile techniquement. Hein. Ça, c'est une affaire technique. Oui, mais c'est pas sortir encore de terre, on peut faire des choses encore. Oui, les remplacer, bien sûr. Vous avez parlé de 680 millions de dollars pour celle de Mostaganem, il y a des surcoûts de retard aussi. Et plus, oui. Les surcoûts de retard. Elle va arriver à 1 milliard pour ne rien vous cacher, voilà. Probablement. Si on compte le temps, ça va être... C'est une autre affaire. Et les surcoûts, le ministre des Finances a donné une estimation, c'est 40 milliards de dollars en 10 ans. Oui, il a raison. C'est énorme. Et oui, lui, il est responsable de la caisse et il doit faire attention. Non, je vous dis, c'est-à-dire, bon, il ne s'agit pas de remplacer. D'abord, il faut réduire. À mon avis, il faut réorganiser l'activité énergétique pour réduire les investissements dans le conventionnel. Quand je dis dans le conventionnel, c'est la production d'électricité. Il faut absolument réduire progressivement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et il faut remplacer cela par du renouvelable. Il vaut mieux faire un effort, même s'il est difficile, parce qu'il faut investir là aussi, hein, même s'il est difficile. Mais moi j'estime qu'au lieu d'investir en 10 ans, ce qui est prévu par Sonelgaz, c'est 1219 milliards de dinars. Ça c'est le programme, le plan d'investissement prévu par Sonelgaz entre 2020 et 2030. Alors qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, Sonelgaz. Hein? Elle est en difficulté financière. Ben oui. Et vous l'avez déjà dit. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, au lieu d'investir tout ça dans le conventionnel, c'est pas tout qui est quand même dans le conventionnel. Il y a une petite partie, mais pas beaucoup, parce que SKTM, par exemple, ils ont créé en 2013 une filiale spéciale, Sherikat al-Kahraba wa al-Taqa al-Mutajaddida, SKTM. Normalement pour produire de l'énergie renouvelable. Créée en 2013. Elle a une capacité aujourd'hui d'environ 1200 MW, je crois. 1025 MW, une capacité installée. Combien d'ENR elle fait? 354 MW. Tout le reste est produit avec du gasoil et du gaz. Sherikat al-Kahraba wa al-Taqa al-Mutajaddida. Depuis 2013, 7 ans après, l'essentiel de sa production, de toute façon, est conventionnel. C'est pas normal. C'est tout. Donc, il faut absolument... mais nous travaillons, attention, nous travaillons avec le ministère, maintenant, alhamdoulilah, il y a un ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, et nous essayons à deux de changer de cap, de modifier un petit peu les programmes, les stratégies, les objectifs, etc. en mettant le paquet. C'est lui qui va mettre le paquet sur les énergies renouvelables et nous, on essaye de réduire de notre côté. Je vais donner un petit exemple. Nous produisons à travers nos raffineries énormément de fuel, etc., et de gasoil, de fuel surtout. Je ne parle pas du gasoil parce que déjà on importe le gasoil pour les véhicules. Pourquoi ne pas, par exemple, faire fonctionner certaines centrales, par exemple, avec du fuel au lieu du gaz? Pourquoi? Enfin, moi, je pose la question. Il y en a qui me diront, bon, il y a les problèmes d'environnement, de CO2, etc., etc. Écoutez, bon, nous, on a des problèmes. On doit économiser le maximum de gaz. Ben, il faut laisser le maximum de gaz dans le sous-sol pour les générations futures. Ben, je préfère consommer ce fuel dans certaines centrales, pas toutes, hein, certaines. Et puis, quand on aura assez d'énergie renouvelable, ou quand on aura, par exemple, reconverti certaines centrales, par exemple, passage du conventionnel, ou mixte simplement. La journée solaire, la nuit conventionnelle, à ce moment-là, ben, on ne consommera pas de fuel. Eh bien, j'allais vous poser cette question. Vous avez anticipé la nécessité de freiner rapidement les nouvelles centrales et convertir en partie des anciennes au fuel. Est-ce que c'est un projet que vous envisagez aujourd'hui? Rapidement sur la question, monsieur Attal, pour en c'est une idée, je ne vous cache pas comme la passée, hein, l'idée. Hein, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste de l'électricité non plus. Mais il y a quelqu'un
qui m'a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire ça au lieu de vendre ce fuel? C'est vrai qu'on le vend, bon, ça rapporte, etc. Bon, oui, mais parfois, quand on peut économiser du gaz, ça rapporte aussi pour les générations futures. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'estime que c'est une bonne idée sur laquelle nous devons plonger. Alors, vous avez parlé de SKTM, bien sûr, avec toutes ses capacités installées, 1025 MW, or qu'elle ne produit que 354. 1500, hein. 1500, voilà. C'est à partir de 2000, c'est-à-dire, ils ont un programme de 8000, c'est-à-dire en cours, celui-là, il est firme, Mostagan, Ahmed et Okul, où il y a 1500 MW de plus par an à partir de 2027 jusqu'à 2030. Oui, mais aujourd'hui, il y a SKTM. Certains pensent aujourd'hui et réfléchissent à créer carrément une Sonelgaz bis qui chargerait des renouvelables. Est-ce que ça serait une bonne idée ou mauvaise idée? Non, c'est en cours. Ça, c'est en pas train de se faire. Absolument. Ça, c'est quelque chose que nous avons discuté avec le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Et nous avons proposé, enfin, nous avons convenu tous les deux qu'il fallait absolument que le ministère de la Transition énergétique ait un outil entre les mains, et c'est une société, une copie de Sonelgaz uniquement pour les énergies renouvelables, pour faire en sorte que ça avance vite. Mais pour que ça avance vite, est-ce que vous allez reprendre ce qui existait par les textes par le passé et qui a été dissous, par exemple le Nil, monsieur Atta? Nil va être dedans de toute façon, hein, parce que c'est un mixte. C'est ce que c'est. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est une bonne chose, que c'est une bonne expérience. Il y en a d'autres qui disent non, il y a eu des erreurs, mais qu'importe. De toute façon, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on se corrige. Hein. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous sur la loi sur l'électricité. Dans les textes, la plupart n'ont pas été promulgués. Vous allez reprendre le même esprit de la loi, ou refaire complètement la loi, ou promulguer les textes restants. Parce que vous avez dit que la loi était intéressante. La loi 2002, oui. Oui, non, il y a vraiment ceux qui ont conçu, ceux qui ont fait cette loi. C'est quand même des gens du secteur de l'électricité, c'est des gens compétents, c'est des gens qui savent exactement ce qu'il fallait faire. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, il suffit de reprendre ce qu'il y a de bon à l'intérieur, et puis de prendre. On n'a pas encore pris de décision. Est-ce qu'il faut l'amender ou faire une nouvelle loi? Moi, ça nous ferait perdre beaucoup de temps, on n'a pas le temps. Et à mon avis, non, une nouvelle loi, on peut faire une nouvelle loi. Elle est beaucoup plus simple que la loi sur les hydrocarbures. Et à mon avis, une nouvelle loi, ça marcherait beaucoup mieux. Alors, autre question, et c'est celle de l'auditeur. Quelles sont vos projections aujourd'hui pour l'offshore en espace maritime algérien? Rapidement, monsieur Attal. Ça, c'est un domaine minier sur lequel travaille Sonatrach. À l'est, sur la partie est, elle a un contrat de prospection avec l'ENI. En fait, c'est un accord de prospection. Un accord de prospection, c'est juste pour faire de la sismique. Ils ont fait de la sismique, ils ont décelé des prospects, c'est-à-dire des possibilités d'accumulation d'hydrocarbures, mais on ne sait pas s'il y en a, et on ne le saura que si on fera un forage. La crise pétrolière, le Covid, etc. ont retardé les choses, mais le contrat est toujours en cours. À l'ouest, c'était avec Total, et Total, elle a abandonné le contrat de prospection. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, je voudrais revenir avec vous sur la gestion de Sonatrach. Elle est où, cette entreprise, face aux nouvelles perspectives mondiales dans le domaine, bien sûr, de l'énergie? Est-ce que ce n'est pas l'heure de revoir l'organisation et l'organigramme de l'entreprise en question et ses filiales au niveau national et international? Monsieur Attal, la question... Bien sûr, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'avais dit que Sonatrach faisait tout et n'importe quoi. Et c'est vrai. Elle est dispersée, elle est énormément, elle disperse non seulement ses moyens financiers, mais aussi ses capacités managériales, et par conséquent, elle finit par donner autant d'importance à quelque chose de très important que quelque chose de très futile. Bien, donc il faut absolument, il faut la baser sur ses métiers. Elle a 5 métiers de base: exploration, production, transport, transformation et commercialisation. Voilà, c'est les hydrocarbures. Elle doit être basée sur ça. Elle doit se débarrasser de tout ce qui ne concerne pas ces métiers de base. Alors, raffinerie du Biskra, c'est un projet qui a été abandonné, monsieur Attal? Ben oui, enfin, abandonné, il était inscrit, mais très très sincèrement. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que nous importons du gasoil. On n'importe plus d'essence, hein, c'est fini. Maintenant, c'est un seul type d'essence qui fonctionne de toute façon dans tous les véhicules.
tout ça, c'est pour éviter d'importer de l'essence. Notre essence sera une essence 91 octane, indice d'octane 91 et sans plomb, bien sûr. On importe encore du gasoil. La raffinerie de Hassim Saoud vient de démarrer. Bon, celle-là, il n'y a pas de problème parce qu'elle est située quand même au centre d'une zone et d'une grosse consommation de carburant, et surtout en ce qui concerne le sud et la partie est de l'Algérie, où il y a la plus forte consommation de carburant. Il y avait d'autres raffineries, celle de Biskra, celle de Tiaret, qui étaient dans les programmes. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni les moyens pour, parce que c'est une activité qui va être à 100%, ni les moyens financiers, ni le besoin de le faire à l'avenir, parce que nous voulons économiser le carburant. Et nous aussi, et là, dans ce domaine aussi, passer aux énergies renouvelables, la voiture électrique, etc. etc. Oui, mais nous importons aussi énormément de carburant de l'étranger. Oui, mais à partir de 2023-2024, quand celle de Hassim Saoud entrera en fonction, nous n'importerons plus de carburant. Alors, autre question, monsieur Attal, puisque vous avez parlé un peu de l'électricité, le gaspillage de 50% d'éclairage public perd à Sonel Gaz l'équivalent de 23%. C'est la direction de distribution de Sonel Gaz qui donne aujourd'hui ces chiffres. Est-ce qu'il ne faudrait pas convertir justement la consommation de cet éclairage public en panneaux photovoltaïques à travers le territoire pour éviter le gaspillage? Parce qu'on gaspille l'électricité, le gaz. Oui, effectivement. Et nous sommes plus producteurs de gaz que de pétrole. Absolument. L'Algérie est en train de devenir un pays gazier et non plus un pays pétrolier. Nous avons plus de gaz que de pétrole. L'éclairage public, quand même, le ministère de l'Intérieur, les collectivités locales, ils ont engagé un énorme programme justement de conversion, c'est-à-dire en utilisant des lampes LED, etc., qui économisent énormément la consommation d'électricité. Mais il y a aussi la consommation en n'éclairant pas à n'importe quel moment. En n'éclairant pas n'importe quel immeuble, de façon vraiment... et ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est des initiatives individuelles. Il faut travailler en concertation avec le gouvernement. Autre question, et la dernière de l'auditeur. Vous avez dit que Sonatrach doit se focaliser sur ses corps de métier, ne plus faire tout et n'importe quoi, abandonner les clubs sportifs, puisqu'on a vu hier Sonatrach être saccagé par les supporters de Mouloudia. Moi, en colère. Écoutez, ça c'est... Oui, mais ça c'est... moi j'ai l'impression que c'est une colère qui a été peut-être provoquée, peut-être manipulée, j'en sais rien, je connais pas les raisons. Maintenant, bon, tous les clubs et tous les... Enfin, dans le monde, hein, c'est-à-dire où toutes les entreprises, les organismes qui ont besoin de publicité, qui ont besoin de soigner leur image, parce que ça leur rapporte. La question qu'il faut... Moi je ne suis pas contre le fait de soutenir tel ou tel. Qu'est-ce que ça rapporte à l'image de l'entreprise? Qu'est-ce que ça rapporte peut-être même comme bénéfice? Si ça rapporte, oui. Si ça ne rapporte pas, eh bien, il ne faut pas le faire. Monsieur Abdelmajid Attal, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage. Merci.